Bonjour, voilà. Alors, à la demande de certains de mes amis, de certains de mes collègues et de certains membres de ma famille, je réenregistre ma conférence que j'ai faite au Rotary concernant la vaccination Covid et que j'ai noté ma vaccination, toutes ces questions qui se posent. J'ai commencé par un petit rappel de l'histoire de la vaccination. Alors effectivement, au XVIIIe siècle, la variole fait rage et Voltaire, dans ses récits, nous rapporte que 60% de la population contracte la variole et 20% en décèdent. Alors en 1796, le docteur Jenner, effectivement, inocule le pus contenu dans des vésicules de vaccine de la main d'une treilleuse parce qu'il avait observé que la population des treilleuses semblait être protégée de la variole. Et il a fait ce test et c'est ce qui est à l'origine de la vaccination et d'ailleurs même du mot vaccin. En 1840, compte tenu des résultats, la vaccination gratuite est donc mise en place par le gouvernement britannique et en 1953, ils la rendent d'ailleurs obligatoire chez les enfants. Alors s'ensuit effectivement l'histoire de Pasteur en 1885. Pasteur avait fait des recherches sur le vaccin atténué de la rage et il l'inocule au petit Joseph Meister. L'histoire est bien connue, Pasteur sauve le petit Joseph de la rage. Alors la technologie les recherches biologiques en effet et la technologie, les progrès de la médecine ont permis de sophistiquer la fabrication des vaccins depuis. Et donc, lorsque l'on est infecté par un agent qui nous rend malade, que ce soit une bactérie ou un virus, lorsque l'on en guérit, c'est notre système immunitaire qui a travaillé activement pour nous défendre. Et il garde en mémoire ce qui nous est arrivé, ce qui permet de nous protéger totalement ou partiellement d'une nouvelle infection par un même agent infectieux. La vaccination, elle part de ce principe de mémoire immunitaire et éduque notre organisme à se défendre contre des agents dits pathogènes en lui donnant des codes pour fabriquer les anticorps qui nous défendent. Alors ici, vous avez une liste non exhaustive des vaccins qui ont été développés au cours du XXe siècle. Alors on voit effectivement que c'est un travail de grande ampleur et on peut aussi constater qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde qui connaît encore les affres de la rage, de la fièvre typhoïde, de la peste, de la coqueluche ou qui croise encore des personnes déformées par la polio. Alors la polio, bien sûr, c'est un sujet qui touche les Rotariens. Et donc ici, je retrace l'histoire des dates charnières dans l'évolution de la lutte contre la poliomyélite. Donc on voit en 1894, on a relevé les premières grosses épidémies de polio aux États-Unis. En 1908, le docteur Landsteiner et Popper démontrent effectivement l'origine virale de la polio. En 1929, les docteurs Drinker et Shaw réalisent les premiers respirateurs, donc on appelle les poumons d'acier pour permettre aux paralysés de la poliomyélite de pouvoir respirer. En 1955, le docteur Salk met le premier vaccin injectable au point. En 1957, c'est au tour du docteur Sabin de mettre en place son vaccin oral à 3 sérotypes atténués et qui est largement utilisé à partir de 1952. Alors, hormis la triste histoire de la Covid, en 2020, on a quand même le plaisir de se féliciter de l'éradication de la poliomyélite sur le continent africain. À l'heure actuelle, il reste 2 seuls foyers en Afghanistan et au Pakistan. Alors, ceci permet d'illustrer à quel point la vaccination elle est importante et aussi à quel point c'est un travail de longue haleine. Alors, de nombreuses infections virales sont éradiquées par l'organisme, tandis que d'autres persistent et peuvent induire soit des maladies chroniques, soit une expression retardée, soit parfois allant jusqu'à des cancers. Dans notre système de protection, la peau est notre première barrière de protection. Les virus ont cette particularité de devoir se développer dans des cellules hautes et des cellules vivantes.
Donc les défenses que l'organisme met en œuvre pour lutter contre l'infection sont dirigées non seulement vers les particules virales pour les éliminer, mais aussi vers les cellules infectées pour les tuer. Selon les différents types de virus, les voies d'entrée dans l'organisme peuvent être variées. Ce peut être par voie cutanée, c'est le cas de la variole ou d'une fièvre jaune, par voie génitale, c'est le cas par exemple d'un papillomavirus, par voie sanguine, c'est le cas d'un HIV ou d'une hépatite, par voie respiratoire, ce peut être donc ce sont des virus qui sont excrétés dans l'air ambiant et qui peuvent provoquer des infections respiratoires hautes comme un rhume, ou bien diffusés dans tout l'arbre respiratoire de façon plus profonde, comme par exemple une grippe. Certains virus vont aussi utiliser des pénétrations par voie respiratoire, établir une infection localisée et puis ensuite se disséminer dans tout l'organisme. C'est entre autres le cas d'une rougeole. Il existe différents réservoirs donc, au niveau des modes de transmission virale. Ça peut être la salive dans le cytomégalovirus, la fameuse maladie du baiser, l'arbre respiratoire, le fait de tousser, de parler, de permettre au virus de se diffuser. Et donc, ce sont les virus, entre autres, le SARS-CoV, la grippe ou les rhumes. Ça peut être aussi de façon cutanée, les papules d'une varicelle, par voie digestive ou bien par voie urinaire. Dans les premières phases d'une infection virale, l'immunité non spécifique, donc les barrières naturelles, participent au système de défense, l'acidité gastrique, la peau, les réactions inflammatoires. Ensuite, nous développons des anticorps, qui sont des cellules qui sont capables de détruire les particules virales. C'est ce qu'on appelle l'immunité adaptative. C'est celle que l'on cherche à induire avec un vaccin. Pour être pleinement efficace, un vaccin doit d'abord stimuler ces mécanismes de l'immunité innée. Et ensuite, il va activer la production de cellules qui sont les anticorps et il va aussi garder en mémoire cette immunité. Donc un organisme qui est capable de se défendre contre un virus va diminuer de facto sa charge virale. Alors, est-ce que le Covid, c'est quelque chose d'extrêmement grave? Alors, on connaît des personnes qui l'ont fait. Finalement, ça n'a pas été si dramatique. La grande majorité des gens, effectivement, en guérissent. Alors, la mortalité d'une maladie n'est pas le seul paramètre qui intervient dans la gestion de la pandémie. Effectivement, pour la Covid, on observe une perte de revenus, des faillites, une perturbation extrême des modes de sociabilité, un retard de prise en charge sur d'autres pathologies, une perturbation au niveau de la sociabilité, de la scolarité des enfants, des burn-out multiples dans le personnel soignant, mais autres, des violences conjugales et une interdiction des cultes. Les maladies les plus létales ne sont effectivement pas nécessairement celles qui tuent le plus. Alors en corollaire, on va comparer l'épidémie de la grippe espagnole en 1918 et les épidémies Ebola qui sont toujours en cours. Une virologue relativement renommée, Wendy Barclay, a estimé qu'on avait sans doute eu entre 50 et 100 millions de morts par rapport à la grippe espagnole en 1918. Ce que l'on peut estimer avec un peu de certitude, c'est qu'on avait un taux de mortalité de 3%. 3%, bah oui, ça veut dire effectivement que 97% des personnes infectées sur 100 ont effectivement survécu. Si on doit comparer avec une maladie comme Ebola, on a un taux de mortalité qui, en fonction des différentes épidémies relevées, varie entre 25 et 90% de mortalité. Une peste bubonique, on a un taux de mortalité qui s'élève à 60%. Et pourtant, en effet, depuis 2013, le nombre de morts relevés pour Ebola, c'est entre 20 000 et 30 000 morts. Donc il ne faut pas perdre de vue qu'un taux de mortalité de 3%, si on doit l'adapter à la population belge, donc à 11,3 millions d'habitants, eh bien on tombe sur 339 000 décès. Ça permet d'illustrer l'importance de la contagiosité par rapport au nombre, c'est-à-dire effectivement le nombre de personnes que cette maladie atteint. C'est le paramètre important dans notre cas d'épidémie SARS-CoV. Alors effectivement, le problème, ça a été une dissémination extrêmement rapide sur une population effectivement sans immunité,
une fréquence très importante de cas asymptomatiques, mais très contagieux. Une transmission par contact et aussi, surtout par voie aérienne, dans des locaux confinés. Et la mutation, donc l'apparition de sources plus contagieuses. Et cela, c'est un comportement qui était relativement attendu par des scientifiques, puisqu'un virus, effectivement, il a la particularité de pouvoir muter relativement facilement. Il y a eu effectivement un gros impact clinique, et c'est la raison pour laquelle on a pris les mesures qui ont été prises. Les manifestations, elles ont été multiples. Il y a eu des manifestations asymptomatiques, comme je l'ai dit, des symptômes grippaux, des pertes de goût, d'odorat, des pneumonies plus sévères qui pouvaient arriver jusqu'à des symptômes respiratoires aigus, avec une détresse respiratoire qui amenait à des mises sous ECMO, entre autres, des thromboses veineuses et artérielle, et effectivement des décès dans 1% des cas. 1%, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais il faut voir l'impact que ça a sur l'intégralité de la population. Il y a aussi toutes ces conséquences dont on parle peut-être un peu moins, ce sont les syndromes post-Covid, des personnes qui l'ont fait, effectivement, troubles de fatigue et de troubles de la concentration, ainsi que de troubles persistants d'odorat et de goût qui peuvent parfois durer relativement longtemps. Et le débordement des systèmes de soins de santé avec un impact sur la prise en charge d'autres problèmes de santé. Donc ici, vous voyez la courbe des décès. Donc c'est la courbe des décès, toutes causes confondues. Je l'aime bien parce que je trouve que ce sont les chiffres les plus objectifs qu'on peut avoir par rapport à l'impact réel du Covid sur la mortalité en Belgique. Donc la vaccination, une des interventions de santé publique les plus efficaces et qui représente le meilleur rapport coût-efficacité. Ce sont les mots de l'OMS. Alors, pourquoi effectivement un vaccin plutôt qu'une immunité collective? Eh bien, on s'en est rendu compte, l'immunité collective ne suffit pas. On a manifestement, sur la plupart des cas, une protection de 3 à 6 mois après une infection. Cette immunité, on les voit dans les schémas, ils ne sont pas forcément très très lisibles, mais elle peut varier en fonction de la gravité des cas de Covid. Au plus on a fait un Covid sévère, au plus l'immunité persiste, mais elle n'est quand même pas extraordinaire. Donc, si on mise sur cette immunité de groupe sans vaccination, si on laisse passer les choses, donc on laisse circuler de façon incontrôlée, en laissant tomber les règles de distanciation, les masques et consorts, ben, ça veut dire qu'il faut accepter de passer les 110 000 décès en Belgique. Et donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en tout cas en date du 20 février, ben, Sciano annonce un taux de mortalité, un nombre de décès liés au Covid de 21 859 décès. Donc laisser courir, c'est accepter un nombre de décès bien plus important. Comment la couverture vaccinale va nous protéger? En fait, c'est effectivement en limitant la circulation virale. Sur ce schéma, il est assez, je trouve, intéressant parce qu'il représente en effet dans une population non immunisée ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'on a un cas Covid positif et une population tout à fait pas protégée. Et on voit les petits bonhommes jaunes, ce sont les cas Covid qui vont se déclarer avec des manifestations diverses, quelques décès, les petits bonhommes noirs, et puis quelques personnes qui passeront au travers avec notre premier Covid qui va être immunisé. Sur une population qui a une immunité, on voit qu'il y a un effet barrière, c'est-à-dire qu'on a effectivement un cas Covid positif qui va être immunisé par après. Il y a dans la population des cas qui ne sont pas protégés, mais le nombre de Covid qui vont se répandre va être largement inférieur. Et j'en veux pour preuve les derniers résultats sur la population israélienne, qui est celle qui a le taux de vaccination la plus importante actuellement, où on voit effectivement une nette amélioration de la situation en général, qu'elle soit au niveau de la propagation du virus qu'au niveau de des soucis au niveau des centres, des cliniques et des taux d'hospitalisation, des différents types de vaccins. Donc les vaccins de première génération contenaient des vaccins et des bactéries, ou des bactéries affaiblies ou mortes.
Et ensuite, se sont développés des vaccins avec des particules de virus ou de bactéries. Ce sont les protéines recombinantes, qui sont les vaccins développés notamment par Sanofi à l'heure actuelle dans la recherche du Covid. Et ensuite, les technologies les plus récentes, ce sont effectivement les vaccins à ARN messager et les vaccins à vecteurs viraux. Donc, ce sont les ARN messagers, c'est effectivement une technologie dans laquelle on injecte un brin d'ARN qui va permettre de développer les protéines qui vont être les messages d'alerte pour notre système immunitaire, alors qu'un vaccin à vecteur viral, c'est un virus que l'on charge de particules du virus pathogène. C'est un petit peu le principe du cheval de Troie. Et j'ai trouvé une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre. Il existe plusieurs méthodes pour développer des vaccins, mais le but est toujours le même, que le corps puisse reconnaître un virus et apprenne à le combattre. La méthode traditionnelle de développement d'un vaccin, celle de Louis Pasteur, consiste à injecter, en entier ou en partie, une forme atténuée ou inactivée du virus. Le virus est d'abord cultivé au sein de cellules animales comme des œufs de poule, puis désactivé dans un traitement chimique et purifié. Une fois injecté, les cellules identifient alors le pathogène et produisent des anticorps capables de le neutraliser. Le corps gardera en mémoire la manière de le combattre en cas de future infection. C'est la méthode choisie entre autres par le laboratoire chinois Sinovac Biotech. Ce type de vaccin entraîne souvent une forte et longue réponse immunitaire parce que le virus est encore vivant. Il est cependant moins bien toléré, surtout par les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, comme les personnes âgées ou les personnes souffrant d'une maladie auto-immune. C'est pour cela que les scientifiques ont développé une autre méthode de vaccination, les vaccins sous-unitaires, qui cette fois-ci sont mieux tolérés, mais souvent moins immunisants. L'idée ici est de reproduire en laboratoire une partie du virus, comme sa protéine virale ou sa spicule, semblable en tout point à celle du virus, puis de l'injecter dans l'organisme. Le corps reconnaîtra la vraie spicule du virus en cas d'infection. Considéré comme plus sûr, ce type de vaccin est déjà utilisé contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus. L'inconvénient, la réaction immunitaire engendrée peut être insuffisante et des adjuvants sont nécessaires pour augmenter son efficacité. Novavax aux États-Unis et Sanofi GSK ont opté pour cette stratégie. Et si notre corps pouvait lui-même créer un vaccin sans devoir injecter le virus? C'est l'idée derrière la nouvelle génération de vaccins dits à ADN-ARN qui va utiliser le matériel génétique du virus. C'est le choix fait par Moderna ainsi que Pfizer-BioNTech. Ici, plus question d'injecter le virus en tant que tel, mais l'ARN messager. C'est l'instruction génétique présente dans le virus qui ordonne la création des spicules, ces protéines présentes à la surface du virus qui lui confèrent sa forme de couronne. Après avoir directement injecté cette information génétique à l'intérieur des cellules humaines, celles-ci vont la lire comme une recette et vont elles-mêmes produire ces spicules, heureusement inoffensives pour l'homme. Le système immunitaire va malgré tout les reconnaître comme étant étrangères et produire des anticorps. Le jour où l'organisme est confronté aux vraies spicules, il saura les neutraliser. Ces vaccins dits à ARN messager viennent tout juste d'être approuvés pour la première fois pour une utilisation sur l'homme dans un vaccin contre la Covid-19. Il est plus simple et plus rapide à produire, mais pose de nombreux problèmes logistiques car il faut manipuler le matériel génétique présent dans le vaccin avec beaucoup de précautions, mais aussi le conserver à très basse température. Dans cette même famille de vaccins qui utilisent le génie génétique, les vaccins à vecteurs viraux. Ici, le matériel génétique est transporté à la cellule au moyen d'un autre virus pour déclencher une réponse immunitaire plus forte. C'est la méthode utilisée par de nombreux laboratoires, notamment par AstraZeneca. Voilà, donc en fait, la
vaccination en Belgique s'inscrit dans un plan de vaccination européen. Alors à l'heure actuelle, effectivement, nous avons 200 vaccins qui sont en cours de développement dans le monde pour combattre le SARS-CoV-2. On a une grosse quarantaine, presque 50 vaccins qui sont en études cliniques. Et au dernier recensement, 22 qui sont effectivement dans les études de phase 3, c'est-à-dire les études qui sont les dernières avant l'homologation de la mise sur le marché. La Commission européenne négocie au nom des États membres les procédures d'achat des vaccins contre la Covid-19 et soumet des contrats aux États membres. Alors en Belgique, un comité consultatif a été créé au sein même de la FMPS, donc l'Association fédérale des médicaments et des produits de santé, pour analyser les dossiers d'achat en fonction de différents critères. Ici, je vous donne à titre informatif les différentes dates des achats qui ont été conclus entre les différentes sociétés. Donc on voit qu'au mois d'août, les premiers contrats avec AstraZeneca ont été faits. Sont suivis des contrats avec Janssen, Pfizer, CureVac et le dernier en date, le Moderna en décembre. Donc en Belgique, ce qui a été prévu dans la campagne de vaccination, c'est effectivement l'achat de 3 vaccins ARN messagers, le Pfizer, le Moderna et le CureVac, qui n'est pas encore disponible, mais qui est en étude. Ça, c'est assez récent, en dernières études faites en Belgique. Il y a des campagnes de recherche clinique qui sont en cours. Et des vaccins à vecteurs viraux, donc le AstraZeneca déjà disponible et le Johnson & Johnson, ainsi que des protéines recombinantes, le Sanofi et un nouveau petit candidat s'est inscrit, mais je n'ai pas encore les chiffres d'achat, mais ce serait le Novavax, donc vaccin qui vient des États-Unis. Voilà les quantités qui ont été précommandées. Donc effectivement, on a misé sur le AstraZeneca pour 7,7 millions doses, 5 millions chez Janssen, 5 millions chez Pfizer, 2,9 millions chez CureVac et 2 millions chez Moderna. Donc on voit ici les différents types de vaccins. Donc Astra et Johnson, ce sont des vecteurs viraux et les 3 derniers, ce sont des ARN messagers. Les pourcentages d'efficacité sont nommés pour ceux qui ont terminé leurs études, qui sont d'ailleurs, ce sont les 3 qui sont à l'heure actuelle enregistrés en Belgique. On voit que le CureVac est un petit peu à la traîne. En effet, c'est pour ça que je vous disais que les études cliniques sont effectivement en cours en Belgique pour la phase 3. Les conditions de conservation sont effectivement probablement une des raisons pour lesquelles le choix de 7,7 millions a été fait chez Astra, parce qu'en effet, on voit les difficultés de logistique qui sont un peu plus importantes pour ce qui concerne les ARN messagers. De toute façon, quoi qu'il arrive, le nombre de doses nécessaires ne sera définitivement connu que lorsque on aura reçu les approbations de l'Agence européenne des médicaments. Et c'est ça qui déterminera le nombre, effectivement, la répartition des doses et des vaccins qui seront utilisés. Voici, en date du 28 février, c'est les derniers chiffres que j'ai pu récolter, le nombre de vaccins qui ont été livrés. Donc on voit que AstraZeneca a vachement augmenté parce qu'on était à 2600 doses au début février. Et là, on a passé les 150 000 doses avec les répartitions au niveau des différentes communautés. Et donc, on a... donc oui, non, je dis 160 000, on est à presque 290 000 doses chez Astra. Et on est à 850 grosso modo pour le Pfizer, qui reste donc le plus fourni, mais qui pour le moment est le plus difficile à manipuler. Ça, c'est l'état des lieux de la vaccination. C'est les derniers chiffres que j'ai pris cette semaine. Donc, on est à 604 595 personnes qui reçoivent la première dose et 338 500 qui ont l'intégralité de leur schéma vaccinal. Donc, voilà. Mais c'est en nette progression et je peux vous dire que la task force fait tout ce qu'il faut pour que ça s'accélère. Alors, comment on a pu réaliser un vaccin de façon aussi rapide? C'est souvent un sujet qui interpelle. Effectivement, là où d'autres développements comme celui de la rougeole ont pris 5 ans dans les années 80, ici on a une situation relativement inédite puisque en 6 mois,
entre la déclaration de l'épidémie et on arrive déjà, donc en 6 mois, on arrive à la mise en place des premiers effets phase 3, ce qui était assez exceptionnel. Et en presque moins de 11 mois, on a les premiers résultats d'efficacité clinique et moins d'1 an pour avoir les premières vaccinations. Ça a été rendu possible effectivement par des progrès scientifiques en immunologie et en virologie qui ont permis d'avoir cette carte génétique du SARS-CoV-2 dès janvier 2020. Il y a eu un partage des informations et on a effectivement aussi la préexistence de technologies qui ont été développées depuis plus de 10 ans pour d'autres vaccins, médicaments, même si ce n'était pas très connu du grand public, notamment pour des maladies infectieuses, comme je le note ici, le post-H1N1, mais aussi les maladies SARS et MERS. Et donc, on a également identifié très rapidement la protéine S, qui a été très médiatisée comme étant l'antigène de choix et qui était déjà connu de par les épidémies SARS et MERS. On a eu également la chance d'avoir une mobilisation incroyable des équipes de recherche et des États pour le financement, que ce soit par des fonds publics ou privés. On a une mobilisation extrêmement massive de volontaires pour réaliser ces essais cliniques de façon très rapide. Et on a effectivement une compression des délais administratifs. Alors, là où par le temps passé, on avait dans les recherches de médicaments des phases qui étaient très séquentielles, on avait au préalable une recherche sur, on avait une idée, et puis chaque phase se passait de façon gentillesque, donc on évoluait de phase en phase, et à chaque fois il y avait un dossier, la validation, et on passait à l'étape suivante que lorsqu'on avait la validation de la première étape. Ici, on a commencé les différentes phases en les faisant se chevaucher et les dossiers administratifs qui les accompagnent ont été validés au fur et à mesure. Au lieu d'avoir un énorme dossier à valider en fin d'études qui prend plusieurs mois, les dossiers ont été enregistrés et validés au fur et à mesure. Donc ça veut dire que toutes les autorités administratives qui se chargent de l'enregistrement d'un médicament ont été à côté des laboratoires pour permettre d'avancer et de ne pas être bloquantes sur l'évolution des recherches et de l'avancement des études cliniques. De même, et c'est une grande première, il y a eu une anticipation des industriels et des États pour le développement et la production en prenant des risques financiers, puisqu'en fait, si une des phases devait s'avérer bloquante, eh bien, ils avaient quand même investi sur la mise en place de la production de manière à ne pas perdre de temps. Et donc, effectivement, ça a permis de réduire ce temps de préparation, de fabrication de ces différents vaccins. Donc, comme je l'ai dit, aucun des vaccins ne sera administré quoi qu'il arrive, même si ça a été rapidement fait, ne sera administré sans qu'il y ait un aval de l'Agence européenne des médicaments et de la FMPS. La stratégie de vaccination en Belgique, elle a été établie déjà depuis quelques mois. Et donc, ce sont des informations qui ont sans doute été diffusées ou qui vous ont été divulguées par les médias. Et ce sera en fonction bien évidemment de la disponibilité des vaccins et des quantités de doses qui sont livrées. L'administration de ces vaccins se fera selon les différents groupes de vaccination, sans doute séquentiels et sans doute et parfois simultanés. Alors d'expérience, je peux vous dire qu'effectivement il y a une simultanéité puisque à l'heure actuelle on est passé sur les stades de vaccination, ils appellent ça la phase 1B, c'est-à-dire que ce sont les groupes prioritaires tels que tous les personnels soignants. Je vais vous rappeler, donc en fait, les groupes prioritaires ont été en effet les résidents et le personnel des établissements de maisons de repos, personnes donc plus âgées, que ce soit les maisons de repos ou bien les maisons de repos donc médicalisées, comme on les appelle. Ensuite sont venus tous les personnels de soins de santé des hôpitaux et donc toutes les personnes qui œuvrent en première ligne, c'est-à-dire qui sont, de par leur profession, susceptibles d'être en contact avec des patients Covid positifs. Sont arrivées ensuite les personnes, membres du personnel des hôpitaux et services de soins de santé dont je fais partie. Donc ça s'est élargi à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical, y compris les personnes qui travaillent dans les centres de vaccination ou de tests, y compris les personnes qui travaillent dans des organismes comme l'ONE, Quinta Magazine,
ou bien les pharmaciens et donc tous les médecins généralistes et autres. Viennent ensuite dans la catégorie d'après les personnes âgées de 65 ans et plus, et donc qui seront vaccinées de façon soit indistincte en fonction de leurs critères d'âge, soit par catégorie d'âge descendante. Alors de l'expérience que j'ai des dernières semaines, ils ont opté, en tout cas en ce qui concerne le Brabant wallon, pour le respect effectivement de la décroissance d'âge, c'est-à-dire que ce sont les plus âgés qui sont appelés en premier, j'en ai déjà eu, et donc les autres suivent. Viendront ensuite les personnes qui sont avec donc entre 65 et 45 ans avec des comorbidités. Donc ce sont toutes ces pathologies qui fragilisent par rapport à la maladie, par rapport à comment on fait de contracter cette fameuse Covid-19. Les listes ne sont pas arrêtées, de même qu'on a depuis peu une sensibilisation à même des personnes de tranche d'âge inférieure, mais avec des pathologies qui pourraient justifier de rentrer dans cette priorisation de vaccination. C'est revu de semaine en semaine sur les tables de la task force, avec des concertations avec les médecins qui donnent effectivement leur avis sur la façon dont il faut sélectionner les différents patients à faire rentrer en ligne prioritaire. Viendront ensuite toutes les professions, les fonctions sociales ou économiques dites essentielles. Et ce n'est pas encore non plus, les listes ne sont pas non plus arrêtées. Et puis s'ouvrira la vaccination au tout public. Alors les délais évidemment varient en fonction des livraisons, et le choix du vaccin dépendra très probablement de la disponibilité de celui-ci et de la logistique et donc des centres dans lesquels seront effectuées ces vaccinations. Le vaccin ARN messager est un vaccin qui a fait peur au départ parce que c'est une nouvelle technologie. Comme on l'a expliqué dans la petite vidéo, donc on a introduit un brin d'ARN messager dans l'organisme. En aucun cas, il ne peut pénétrer dans le noyau des cellules. Il est particulièrement fragile, c'est ce qui d'ailleurs fait ces méthodes de conservation et aussi donc l'enveloppe cholestérol qui est utilisée pour la préserver. Lorsqu'une personne reçoit ce vaccin, les cellules lisent l'instruction comme un espèce de mode d'emploi qui leur permet effectivement de produire cette protéine de pointe, la fameuse protéine S, qui stimule et qui sera la carte de reconnaissance de notre système immunitaire. Donc lorsque le système immunitaire sera en contact avec cette protéine étrangère, eh bien, il produira les anticorps nécessaires pour combattre ce fameux virus SARS-CoV-2, et donc c'est de par cette protéine qu'il reconnaîtra le virus. Donc l'ARN messager, quoi qu'il arrive, il ne reste pas dans l'organisme, il est décomposé après l'injection, après la vaccination. Il persiste quelques heures et pas plus. Donc on fournit effectivement cette fameuse notice de montage qui permet à nos anticorps de se défendre contre le virus. Donc, il faut savoir aussi que, et pour rappel, donc ça a été dit, mais c'est une technologie qui est déjà connue dans qui est étudiée dans d'autres domaines, notamment en oncologie et en médecine vétérinaire depuis plus de 10 ans, et qui est en tout cas identifiée comme une des technologies les plus prometteuses parce qu'elle est rapide à mettre en place et parce qu'elle est facile à adapter dans les prochaines pandémies. C'est une technologie qui est déjà sur les plans de travail depuis de nombreuses années et qui est très prometteuse. Alors comme on peut le voir, ce sont des vaccins qui sont extrêmement efficaces. Sur le schéma, on peut voir les comparaisons des pourcentages d'efficacité des différents vaccins qui ont été mis en place. Et on peut constater que tant les vaccins virus et les ARN messagers, donc vecteur viral, pardon, et ARN messagers ont une efficacité qui est tout à fait honorable et qui n'ont rien à envier, enfin qui arrivent en tout cas presque au taux des vaccins les plus efficaces qui existent déjà, donc à savoir rougeole, rubéole et polio. Et à titre informatif, on peut être surpris de voir qu'effectivement, ils n'ont rien à envier à des vaccins contre la grippe saisonnière qui, selon les années, peuvent varier entre 20 et 60% d'efficacité. S'ils ont été rapidement mis en place, ils n'ont certainement pas été faits de façon bâclée. Donc ici, moi, je vais vous montrer en effet que les études de phase 3
ont pris en compte des études cliniques avec une quantité de participants assez impressionnante. Ici, ce sont les chiffres et les résultats pour l'étude Pfizer. On voit qu'on a 43 538 participants, dont 42% de plus de 55 ans. Ce qui n'a pas été le cas pour Astra, c'est la raison pour laquelle il a été enregistré, homologué plus tard pour cette tranche d'âge. Mais on voit que toutes ces études ont fait appel à un nombre d'études cliniques, à un nombre de participants extrêmement élevé. Donc on voit ici que pour Moderna, on est également à près de 40 000, et pour Johnson, on est presque à 60 000. Il faut savoir qu'en règle générale, des études cliniques, donc qui sont pour la mise sur le marché de n'importe quel médicament, en général, ces études cliniques font souvent appel entre 3 et 4 000 participants. On a vraiment explosé le nombre de participants. Les effets secondaires de ces vaccins nouvelles technologies, ils sont en règle générale effectivement assez communs à tout type de vaccin et sont en général associés au mode de fonctionnement d'un vaccin. Donc il s'agit de réactions systémiques, donc on stimule l'immunité, donc on a des réactions de fièvre, maux de tête, myalgie. Donc pour l'ARN, donc je vais décrire ceux de l'ARN messager. Ceux qui ont été relevés, ce sont effectivement donc des fièvres, maux de tête, myalgie, avec des douleurs locales sur le site d'injection, ce qui est assez classique aussi. Donc le site d'injection douloureux, un gonflement, rougeur. Et en ce qui concerne l'ARN messager, on a une plus forte manifestation des effets secondaires lors de la deuxième dose. Et on a des manifestations qui sont moins élevées chez les personnes plus âgées. Donc les personnes de moins de 55 ans semblent souffrir plus des effets secondaires. Ceci dit, ils sont légers à modérés, parfois un peu plus importants, mais ils sont en général rapidement résolus et généralement en moins de 3 jours. C'est ce que je marque en dessous. C'est valable également pour les vaccins à vecteurs viraux où on a peu de manifestations de fièvre. Par contre, on a une manifestation assez importante, 50% des personnes vaccinées, de maux de tête et de myalgie, et c'est des manifestations qui sont, dans le cas du vecteur viral, plus importantes lors de la première dose. Ce sont des effets secondaires qui, effectivement, dans les 3 jours, sont tout à fait résolus et qui peuvent être tout à fait pris en charge par un traitement avec du paracétamol, donc un dafalgan pour ne pas citer de spécialité, mais que l'on peut prendre de façon post-vaccinale et qui aide à soulager les symptômes, mais qui ne peuvent en aucun cas être pris de façon on ne peut pas le prendre de façon préventive. Donc on ne se met pas sous dafalgan avant d'aller faire son vaccin, mais dès que les symptômes, s'ils se manifestent, arrivent, on peut tout à fait prendre un paracétamol. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à très long terme? Alors ça c'est une question un peu piège parce que le recul actuellement il n'est que de quelques mois, puisqu'on n'a que 8 mois de recul sur les études. Ceci dit, dans l'histoire de la vaccination et dans les recherches préalables, on a constaté en général, dans la plupart des recherches, que 95% des effets secondaires se manifestent en général dans les 6 semaines qui suivent une vaccination. Sur cela, on a le recul nécessaire, puisqu'effectivement là, on est au-delà. Le risque résiduel d'effets secondaires sur un très très long terme, ce sont des risques qui restent à observer, mais qui n'inquiètent pas, en tout cas les chercheurs, parce que l'expérience vaccinale prête à penser que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. Le risque théorique d'effets secondaires extrêmement rares. Alors c'est ceux qui sont en général qui arrivent, ce sont les cas sur 100 000 personnes vaccinées. Ils n'ont pas été observés au cours des essais cliniques, parce que même si on a eu effectivement un nombre de participants extrêmement élevé, on n'avait pas les 100 000 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec une campagne de vaccination extrêmement massive comme celle qui se produit actuellement, eh bien, ils vont survenir. On va pouvoir les observer en effet assez rapidement. Et il faut prendre en compte le fait qu'il y a une plateforme de pharmacovigilance qui a été développée et renforcée, qui va permettre effectivement une surveillance assez exceptionnelle de ces effets secondaires, même très rares.
Il y a donc ce qu'on appelle la phase 4, qui est la surveillance post-mise sur le marché, et tous ces événements suspects après vaccination vont être recensés sur des plateformes comme Vaccinet ou Access, qui sont des plateformes de surveillance qui ont été mises en place pour tout ce qui est pharmacovigilance, post-mise sur le marché, qui sont vraiment attentives à tout ce qui se passe avec la vaccination Covid. Donc, une des craintes associées à la vaccination en général, ce sont l'utilisation des adjuvants. Alors, les adjuvants, ça fait quand même 80 ans qu'on a de l'expertise sur l'utilisation des adjuvants, qui, je le rappelle, ne sont essentiellement utilisés que sur les vaccins qui utilisent des virus morts, pour stimuler cette réponse immunitaire nécessaire. Il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu des publications qui ont été retirées du Lancet sur des cas d'autisme, mais ça a été la personne qui a publié ça a d'ailleurs été radiée. Donc il y a eu pas mal de polémiques au niveau des médias par rapport aux adjuvants et aucune étude raisonnable n'a justifié le retrait d'un vaccin avec des adjuvants par rapport à la plus-value de la vaccination. Donc après 80 ans d'utilisation de vaccins avec des adjuvants, je pense qu'effectivement le débat sur les adjuvants, ils font toujours peur. Je pense qu'il y a un effet média, mais il n'y a eu aucune étude qui a fait balancer le risque par rapport aux bénéfices de l'utilisation des adjuvants. Alors le rôle, il est important, donc, parce qu'en effet, c'était grâce à eux qu'on a la réponse immunitaire suffisante. Donc il s'agit d'hydroxyde d'aluminium, de suspension bactérienne morte ou d'émulsion, et qui sont indispensables pour permettre d'avoir une réponse immunitaire sur effectivement ces types de vaccins. Et ils ont aussi ce gros avantage de réduire le nombre d'injections nécessaires pour obtenir l'immunité suffisante. Donc, pour rappel, un vaccin hépatite, il faut 3 vaccins pour l'hépatite A. Des vaccins polio, il faut parfois 3-4 injections. Donc, si les adjuvants permettent de diminuer, parce que sans adjuvants, on pourrait très bien imaginer d'avoir des vaccins à répétition de façon exponentielle. Et donc, ils ont vraiment un vrai rôle. Les vaccins ARN messagers, pour rappel, ainsi que les vecteurs viraux, de par leur mode de fonctionnement, ne nécessitent pas d'adjuvant. Alors, en contrepartie, il y a eu effectivement l'observation d'allergies par rapport aux vaccins ARN messagers. Alors, qu'en est-il? Eh bien, on a évalué que le risque de mourir du Covid était 1600 fois plus élevé que celui d'avoir un choc anaphylactique. Donc, les réponses allergiques par rapport à la vaccination avec les ARN messagers, on a 11 cas graves sur 1 million de doses de choc anaphylactique. Et de toute façon, par mesure de précaution, tous les patients qui seraient effectivement des patients à risque seront écartés de la vaccination. Alors, très probablement, ces réactions allergiques sont liées à l'enveloppe cholestérol, donc au PEG, qui est utilisé pour faire cette espèce de capsule lipidique qui enveloppe ce brin d'ARN pour le protéger. Et la plupart des chocs se manifestent dans les 15 minutes qui suivent l'injection. Donc, comme je l'ai dit, de toute façon, par défaut, tous les patients qui sont des patients avec une forte probabilité de réaction allergique sont écartés de la vaccination, en tout cas pour ARN messager. Alors, quel est le recul sur l'immunité? Actuellement, on a un recul effectivement de 8 mois, mais les projections des chercheurs sont de pouvoir garantir une immunité de 1 à 3 ans. On n'en aura la garantie que lorsque l'on aura le délai. Donc effectivement, ce sont des données qui arriveront avec le temps. Mais donc les projections sont effectivement celles-là. Il me semblerait que l'utilisation de 2 doses puisse effectivement apporter une garantie de prolongation de cette protection vaccinale. Le vaccin AstraZeneca, à cause de ces 70%, est-ce qu'il est effectivement aussi efficace? Oui. Donc, lorsque j'ai fait la conférence la première fois, on n'avait pas encore l'enregistrement pour les plus de 55 ans, c'est fait. Donc, effectivement, ce qui se passait, c'est que les études n'avaient pas donné de chiffres qui permettaient à l'Agence européenne des médicaments de pouvoir enregistrer ce vaccin pour les plus de 55 ans. C'est aujourd'hui fait, et il semblerait au cours des études que l'espacement
entre la première et la deuxième dose de 8 à 12 semaines augmente son efficacité et que l'on passe le seuil des 80% d'efficacité pour AstraZeneca. Quel en est-il donc? En est-il par rapport aux nouvelles variantes? Eh bien, la protéine de surface ne semble pas être affectée par les mutations des variants, et en tout cas de la variante anglaise, qui est celle qui nous embête en Belgique, puisqu'on arrive à un taux de 50% sur les tests du nouveau variant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il me semble en effet que les vaccins qui ont été mis en place donne une protection sur cette variante anglaise, probablement sur les autres aussi. Évidemment, ce sont des études qui sont en cours, donc on ne peut se prononcer tant qu'on n'a pas les résultats. Mais ce qui est très encourageant aussi avec les nouvelles techniques de vaccination, c'est que les technologies ARN et vecteurs messagers permettront de s'adapter assez rapidement à ces nouveaux variants. Et donc, pour autant que les premières vaccinations soient faites, eh bien, les prochains vaccins qui seront sans doute mis en fabrication et étudiés pourront intégrer le nouveau gène de ces variantes. Voilà. Alors, est-ce qu'à terme, donc ça je viens de le dire, c'était mon dernier slide. Une autre question que je n'ai pas mis dans mes slides mais qu'on me pose, c'est est-ce que sur le long terme on aura le choix des vaccins? C'est clair que dans les campagnes de vaccination actuelles, c'est très difficile de donner le choix. Donc c'est une question de logistique, de disponibilité des vaccins. Donc effectivement, on n'a pas le choix du vaccin puisqu'on reçoit sa convocation et on n'a pas le choix du vaccin, mais ce serait assez dommage de ne pas accepter la vaccination pour cette raison, puisque comme je viens de vous le dire, ils sont à mon sens tous efficaces, et puis c'est participer effectivement à l'effort commun pour pouvoir retrouver une vie un peu normalisée. Et ce fameux effet cette immunité barrière qui va permettre de réouvrir tout ce qui est resto, école, et je pense qu'un bien-être général, donc voilà. Mais il est très probable qu'après, quand cette campagne de vaccination sera terminée et que tous ces vaccins qui sont effectivement dans la file d'attente de l'enregistrement seront disponibles et que l'on pourra vacciner chez les médecins, qu'on partira sur des modes de vaccination plus habituels et plus standards, à ce moment-là, en effet, pour autant qu'il y ait besoin d'un rappel, on pourra, je pense, effectivement faire le choix du vaccin et de ça de façon tout à fait concertée avec son médecin. Voilà, j'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop longue et j'espère que vous avez trouvé cette petite conférence intéressante et qu'elle vous aura apporté effectivement quelques éclairages sur la vaccination Covid. Merci.